Ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est facile de devenir milliardaire si les bonnes opportunités se présentent. Faut pas être intelligent. Il y a des facteurs, même si ça va pas plaire à tout le monde, c'est qu'ils ont la culture de l'argent, la culture de la dette, donc de la finance, chose que tout le monde n'a pas. Ils ont un réseau et ils ont un bon pote banquier. C'est tout. T'as pas vu quand tu vas dans des endroits où il y a des très riches, tu parles avec les femmes des milliardaires, souvent ils ont rien dans la tête. La retraite, c'est le au cas où. On investit au cas où. C'est dès l'école, c'est le système étatique qui t'apprend ça, mais c'est une carotte. Les gens, ils se font des films. Ça y est, il y a un moment, t'es vieux, le temps est passé, c'est fini. Mais c'est une douille. Renseigne-toi le nombre de personnes que tu verras autour de toi à 60 ans qui ont des cancers. Mon père, 61 ans, retraite, 61 ans et 2 mois, diagnostiqué cancer au cerveau. On aime réussir, on aime gagner de l'argent, mais le temps, je le ferai passer toujours avant tout. En vrai, tout appartient aux banques. Mais il y a un moment, quand tu t'endettes en milliards, tu fais tellement prendre de risques aux banques que c'est toi qui as les rênes. Soit vous me prêtez, soit je vais encore voir l'État, je vais mettre tout le monde au chômage. À la fin, c'est toi qui gères, c'est plus la banque. Je sais pas toi, mais moi, j'aime pas me faire avoir. Je suis un mauvais client. Je vais dans une boîte de nuit ou quoi, je vais au bar. T'as des mecs, bouteilles, champagne. J'ai plein de potes qui le font. Tous mes potes qui le font, soit ils sont au RSA, soit ils sont locataires. J'ai gagné de l'argent très difficilement. Donc, je le gaspille à bon escient. Quand t'es en bas, t'es dans la meute. Quand tu t'échappes de cette meute va te tirer vers le bas. Et justement, est-ce qu'on peut aborder le thème de l'association ? Je voulais savoir un petit peu ce que t'en pensais. T'es croyant ? Est-ce que Dieu a un associé ? Non. Tu sais, la plus belle rencontre, c'est celle avec toi-même. Les amis, merci à vous d'avoir regardé la première partie sur les holdings. On vous remercie pour tous vos messages et commentaires. Pour toute personne n'ayant pas vu la première partie sur les holdings, allez la visionner, c'est une vraie masterclass. Avant de vous laisser visionner la deuxième partie, n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir la chaîne avec un abonnement, un commentaire. Ça motive de continuer à vous créer du contenu. Bon visionnage à vous les amis. Ok Hakim, une autre question très intéressante. Faut-il être intelligent pour devenir milliardaire ? Milliardaire ? Ouais, milliardaire. Comme quel type de milliardaire ? Par exemple, t'as Bernard Arnault. Ça va peut-être surprendre beaucoup de monde ce que je vais dire. Je pense pas qu'un Bernard Arnault soit plus intelligent que toi, par exemple. Et plus intelligent que certaines personnes qui nous regardent. Par expérience, ayant côtoyé quelques milliardaires, t'as pas vu quand tu vas dans des endroits où il y a des très riches, tu parles avec les femmes des milliardaires, souvent ils ont rien dans la tête. Est-ce que c'était déjà arrivé ? Oui. Je dis, mais attends, s'il a une femme qui est aussi bête, c'est qu'il a quand même des sujets de discussion avec elle. Non. Faut pas être intelligent. Je pense qu'il y a des facteurs, même si ça va pas plaire à tout le monde, c'est qu'ils ont la culture de l'argent, la culture de la dette, la culture donc de la finance, chose que tout le monde n'a pas, parce que soit ils l'ont pas étudié à l'école, soit ils l'ont pas de façon innée. Ils ont un réseau que tout le monde n'a pas. Ils ont un réseau, que ce soit politique, bancaire ou autre, et ils ont un bon pote banquier. C'est tout. Plus intelligent, et ils ont la culture, en plus de la culture de la dette, ils ont la culture de la consolidation de marché. Ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est facile de devenir milliardaire si les bonnes opportunités se présentent, si c'est ta destinée, et si tu as ces points que je viens d'évoquer. Mais est-ce qu'ils sont plus intelligents ? Ça serait... Tu sais, ça serait qu'insulter mon père si je vais dire qu'un milliardaire est plus intelligent que mon père. T'as des personnes qui ont des doctorats, qui ont étudié, qui ont une connaissance de la vie, et qui sont beaucoup plus intelligents que des milliardaires. Non. Je te donne un exemple. Ils travaillent, ces gens-là, avec la dette. Je te donne un exemple tout bête. Un dossier comme Quick, qui pour moi était un dossier de mes 10 dernières années, plus important. Si je l'avais finalisé, que j'avais consolidé un groupe autour de la restauration comme j'ai voulu le faire avec Quick, en achetant d'autres marques, parce que j'aurais réussi à faire la reprise. J'ai 40 ans, à 45 ans, j'aurais pu être milliardaire. Alors, pas au niveau de Bernard Arnault, 200 milliards, mais 1 milliard, oui. Comment ils travaillent, ces gens-là ? Je vais donner un autre exemple. Tu vas dans les pays du Maghreb ou Afrique, t'as plein de potes à des présidents qui sont milliardaires. Vrai ou pas ? Bien sûr. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que la masse ? Non. Ils connaissent juste les bonnes personnes. Si demain, toi, Wissem, ton meilleur pote, c'est un banquier d'affaires qui a les vannes ouvertes. Les vannes sont ouvertes, ou alors un leveur de fonds. Et il vient et dit, écoute, je te mets à disposition 500 millions. Dans 5 ans, t'es milliardaire. Comment ils ont fait ? Alors, tu me parles de Bernard Arnault, on peut parler de ce cas-là, comme d'autres cas, comme Olivier Bertrand dans la restauration, comme Eltrad dans le BTP.
Comment ils font, ces gens-là? Déjà, au début, il y a du réseau. Parce que Bernard Arnault, il faut connaître l'histoire. Parce que les gens vont dire, ouais, c'est un génie, c'est tous des génies. T'entends les gens, c'est tous des génies, alors qu'ils comprennent rien à la finance, ils comprennent rien à rien. Il a repris Boussac. Boussac, c'est une société que l'État lui a donnée avec un peu de dette, d'accord, en promettant de maintenir les emplois. Il n'a pas maintenu tous les emplois. Boussac, c'était une société du nord de la France. Et dans Boussac, il y avait Dior. Il a vidé la boîte de ce qui marchait pas, donc licencié du monde. Et à partir de Dior, il a créé un géant du luxe, d'accord, un géant du luxe en consolidant son entreprise. Consolider, c'est quoi? C'est que de la croissance externe. Tu vas racheter tout le monde. Tu rachètes comment? En levant de la dette en permanence. Il n'y a rien de génie là-dedans. Il n'y a rien de génie. Tu crées rien. C'est juste que tu as des bons potes banquiers. Un autre exemple, CMA, CGM. CMA, à l'époque, les Sadé, c'était le père Sadé qui avait repris, quand tu suis l'histoire, c'était une entreprise publique qui a été privatisée, qui a été donnée au père avec des crédits. C'est-à-dire, l'État a refinancé l'entreprise avant de la donner. C'est pas des gens, si tu veux, qui ont créé quelque chose de dingue. Moi, j'aime bien l'entrepreneur, tu vois, Bernard Blacher qui a les boulangeries. Yes. Pour moi, j'ai plus de considération pour ce type d'entrepreneur. Pourquoi? Part de rien. Il était maraîcher. Il a une idée top, boulangerie. Il développe, il en ouvre 1000. La boîte, elle est valorisée peut-être 1 milliard, je sais pas. Mais ça part de rien. Il s'est endetté. Tu t'endettes pour aller acheter les boulangeries. Mais tu reprends pas. Les autres, c'était beaucoup pendant les 30 glorieuses. Et ils ont repris des anciennes sociétés qui étaient étatiques, ils ont privatisé avec l'aide de l'État. Tu fouilles bien dans l'histoire de ces gens-là, il y a toujours eu l'aide d'un homme politique. Yes. C'est pour ça qu'ils ont toujours intérêt à être bien avec les politiques. Mais rien d'exceptionnel. Donc, tu as ta première société, comme si, si j'avais acheté Quick, par exemple. Quick, aujourd'hui, c'est 70 millions d'EBITDA, de résultats. J'ai beaucoup de bénéfices. Je rachète un autre concurrent, je consolide, par un exemple, KFC. Quand je présente mes bilans à la banque, ils vont me prêter pour acheter KFC. Et tu rachètes tout. C'est ce qu'a fait Olivier Bertrand dans la restauration. Mais il faut que tu crées ta vache à lait. Et c'est limite politique. Quand il a racheté Quick, à un moment donné, il l'a racheté avant la transformation en Burger King, il faut les accords de l'État. Ça se fait pas comme ça, parce qu'on parle de grosses entreprises. Donc après, c'est les accords, et là après, t'endettes, donc les banquiers. Donc c'est ce que je dis, un bonhomme politique à tes côtés, un bon banquier. Le réseau et la banque, c'est tout. Tu rachètes et après, t'attends. Donc un peu de stratégie, mais j'ai envie de te dire, quand t'as de l'argent dans la boîte, c'est facile de te payer les meilleurs. Yes. Même si t'es bête, pas besoin d'être intelligent. Et il le disait bien, Bernard Tapie. Il disait, pour devenir milliardaire, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il faut se payer les bons. Même si tu connais rien. Moi, je connais des entrepreneurs qui connaissent rien au business. Mais ils se payent les meilleurs conseillers avec des bons salaires. Débrouillez-vous. Yes. Tu vois? Et en fait, comment ça se marche? Ça s'appelle, lever de la dette au maximum, comme Drahi dans les télécoms et tout. Et 2, consolider. C'est ça les étapes des milliardaires, rien d'autre. Racheter politique, parce qu'on a les bons amis, on a les bons appuis, d'accord? Continuer à lever de la dette, il crée, il lève de la dette, et après racheter tout, j'endette, je m'en fous. Mon groupe, il fait 2 milliards, j'ai 1 milliard de dette, je m'en fous. Et après, t'attends avec les années, t'as des bons emplacements, t'as des murs, et tu te désendettes. C'est tout, et à la fin, virtuellement, tu pèses 1, 2, 3, 4 milliards, 200 milliards, c'est tout. C'est beaucoup plus facile de partir de zéro et de monter un groupe, comme les boulangeries ou autres, attention. Mais va pas croire que c'est dette sur dette sur dette sur dette. Et même à titre perso. Donc ils font quoi? C'est comme un jeune entrepreneur qui a une boîte qui fait 1 million de chiffres, ou 1 million de bénéfices. Donc sur son entreprise, il a un salaire. Donc l'entreprise, elle va continuer à s'endetter pour grandir, racheter des autres magasins. Et lui, sur son salaire, il va s'endetter pour acheter sa maison. Il a peut-être un salaire de 15 000. Il va donner un crédit par mois de 4 5 000 pour aller rembourser sa maison. Mais en fait, la dette, elle est des deux côtés. Côté patrimonial et côté professionnel. En vrai, tout appartient aux banques. Mais il y a un moment, quand tu t'endettes en milliards, tu fais tellement prendre de risques aux banques que c'est toi, ensuite, qui a les règles, qui a les rênes. Tu vois, tu dis, écoutez, moi, j'ai tant d'emplois. Aujourd'hui, j'ai 10 000, 20 000, 30 000 salariés. Bon. Soit vous me prêtez, soit je vais encore voir l'État, je vais mettre tout le monde au chômage. Donc on fait comment? Il faut que quelqu'un m'aide, tu vois. À la fin, c'est toi qui gères, c'est plus la banque.
Mais ces montants de dette, ils vont pas les donner à tout le monde. Donc, pas plus intelligent que toi. Beaucoup plus de réseaux. Et je pense que des gens qui sont nés dans un environnement déjà de réseau. Ouais, je suis d'accord. Tu as aussi, je sais pas si tu as un peu suivi le cas de Carlos Ghosn. Oui. Lui, bon, c'est vrai que c'est comme s'il était salarié d'une boîte, parce qu'il était PDG de Renault et de Nissan. Derrière, l'État, s'il n'avait pas aussi de bons liens avec l'État, parce que Renault, ça appartenait aussi beaucoup à l'État, bien sûr. Il n'aurait pas pu, par exemple, acheter Nissan au Japon. Bon, après, il a eu tous ces problèmes, mais bon. Mais tu vois, un mec comme Drahi, c'est que de la dette, je crois. Sur 7 milliards de chiffres, il y a 15 ou 20 milliards de dettes. Ils vivent sur les entreprises après. Tant que tu voyages en jet privé sur ta boîte, tu t'en fous d'être endetté. C'est des gens, c'est de la dette. Mais va demander, toi, 10 milliards à la banque. Ils vont te dire, écoutez, va demander 10 000 euros, tu vas voir. C'est parce que... Il y en a, justement, ils posaient ces questions. En fait, dans les commentaires, ils disent... Oui, vous parlez de millions et de milliards, mais nous, juste pour aller se faire financer un petit crédit de 20 000 euros, on nous donne pas. Ouais, parce que... Alors, excusez-moi pour ceux à qui je parle de millions de milliards, c'est pas que... On peut parler aussi de 10 000 ou 20 000 euros. C'est que je suis dans un business où je suis entouré de gens. Ouais, c'est l'échelle, elle est différente. Ça. Mais voilà, c'est comme quand je disais, j'ai vu des commentaires, une petite voiture à 10 000 euros. Tout est relatif, si tu veux. Il y en a qui m'ont dit, une petite voiture, c'est 1 000 euros. Voilà, c'est relatif, d'accord. Ça, faut que les gens aient l'intelligence de le comprendre aussi. Maintenant, si tu veux, c'est parce que celui qui va emprunter 20 000, il est personne. Ouais. Le réseau, la chance et les grandes familles existent, quel que soit le pays dans le monde. Après, être plus intelligent, mais tu vois bien quelqu'un comme Trump, quand il fait les débriefs, là, il est en train de se moquer de Biden, il se moque entre eux, t'es pas face à des élites intellectuelles. Ouais, c'est clair. Faut pas croire, hein, c'est limite pipi, des trucs de gamins. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est des trucs de gamins des fois. Tu te dis, mais attends, comment ces mecs-là, ils ont autant d'argent? Ouais, Trump, tu regardes ses réseaux sociaux, il se fout de la gueule de Biden quand il met quoi sur ses réseaux, mais à longueur de journée. Hein. Il est en train de tirer au golf et c'est la balle qui atterrit sur Biden et Biden tombe. Et il se fout de sa gueule en longueur de journée. J'ai croisé dans ma vie 3-4 milliardaires. Je parle avec toi depuis qu'on se connaît. Je t'assure, j'ai pas peur de le dire, t'es plus intelligent qu'eux. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Je te dis franchement. Et j'ai croisé des entrepreneurs hors pair qui connaissent 10 fois plus le business que ces gens-là et qui sont pas forcément très riches. Ça, il y a aussi la destinée. Il y a la destinée. Et c'est les enfants de qui? C'est le réseau, c'est tout. Réseau, je veux dire, il y a un moment quand ton papa, ça a été quelqu'un dans le business, il va te présenter les banquiers, t'as grandi avec les enfants du banquier, fin de l'histoire. T'arrives, t'as besoin de X millions, il te les passe. Donc selon toi, même si on est une personne qui vient d'endroits, on va dire, modestes, est-ce qu'on peut développer quand même un réseau avec le temps? Il faut mettre les chances de son côté. T'habites à Aubervilliers, par exemple, à Paris, essaye de louer un petit appart, même si c'est une chambre dans le 16e, et mets tes enfants dans le 16e. Ils vont grandir avec les enfants du 16e, ils vont se faire des potes, et quand ils vont grandir, leurs potes d'enfance, ça va être des dirigeants de fonds d'investissement, des banquiers d'affaires, etc. Et forcément, le réseau va leur permettre de se développer déjà intellectuellement, et dans leurs affaires, plus facilement que s'ils restent enfermés au Aubervilliers. Je donne un exemple parmi tant d'autres, si tu veux, mais il faut mettre les chances de son côté. Ouais. Tu vois, si tu vas te balader à Cannes l'été, c'est pas forcément plus cher que aller à Perpignan, en réalité, pour louer un appart, une maison, ce que tu veux, et même pour s'alimenter. T'as quand même plus de chances de rencontrer des millionnaires ou des milliardaires qu'à Perpignan ou à Argelès. C'est tout. Donc, il y a un moment donné, tu mets les chances de ton côté. Ouais, c'est clair. C'est toute une question de... C'est aussi, comme tu disais, il y a une question de destinée aussi. T'as une question de... Tu mets la chance de ton côté. Ouais. Une très belle fille qui veut trouver un milliardaire, elle va pas aller dans un petit salon de thé, mais elle va aller au Plaza Athénée. Elle va se poser, à prendre son thé, elle va attendre que le destin fasse quelque chose. Mais le destin, faut l'actionner un peu. Faut l'actionner. Faut pousser le truc. Mais l'intelligence, non, c'est pas une intelligence. Ils ont plus une culture financière et une culture de la dette que les autres n'ont pas.
C'est tout. Et après, ils consolident le marché. D'ailleurs, j'ai eu des questions aussi par rapport à ça. Est-ce que toutes les personnes qui sont un petit peu à succès dans l'entrepreneuriat lisent beaucoup. Est-ce que tu aurais 2-3 livres que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous suivent? Alors, que tu as lu, par exemple, aussi. Les seuls livres que j'ai lus, c'était il y a très longtemps sur la franchise. Quand j'étais gamin, tu vois. Sinon, je lis jamais parce que je suis tellement occupé à travailler en réalité que je lis rarement, je vais pas te mentir. C'est comme des fois des gens, des potes à moi, ils me disent ouais, c'est quoi ton mindset de vie? Tu fais du sport 1 heure par jour, 2 heures par jour. Et je vais te dire franchement, c'est souvent si tu vois en plus sur internet, faire du sport 1 heure par jour. Quand tu es à fond dans une activité et que tu lances un business, mais t'as pas le temps de faire du sport. Je vais pas mentir, je vais pas dire je fais 1 heure de sport par jour, c'est pas vrai. Je peux pendant 1 an ne jamais aller faire de sport. Déjà, t'es stressé. Quand t'es stressé, tu grossis. T'as la tête comme ça, t'es pas beau. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, t'es pris dans les problèmes. Tu gères les salariés, tu gères les banquiers, tu gères le développement. T'as pas le temps d'aller prendre soin de toi. Mais je veux dire, prendre soin de toi, même si t'as pris 10, 15 kilos. Une fois que t'as gagné ton argent, t'es riche. Après, tu fais un régime 1 mois, ça y est, tu vas bronzer un peu au soleil, tu retournes au top, tu vois. Devenir riche, ça met 10 ans, mais après, devenir bien, ça met qu'1 mois. Et t'as aussi justement, tu t'évoques ce sujet, t'as la génération aujourd'hui Z, qui ont grandi à travers les réseaux sociaux, etc., et qui, eux, justement, tu les vois sur Internet, ils prônent justement ce mindset de tous les jours, il faut faire son petite heure de sport, il faut faire un peu de méditation, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que t'as 2 mondes complètement différents entre le monde la génération Z et le monde des personnes qui ont grandi et qui ont cravaché fait du business réellement. Et on voit que c'est pas du tout les mêmes centres. Comment ils gagnent leur argent, ceux-là? Ceux qui ont un mindset en faisant du sport, en faisant tout. En vendant des formations sur... Après, soit c'est des vraies formations, soit c'est de l'escroquerie, je sais pas, je les ai pas vues. Moi, si tu veux, t'as affaire à un entrepreneur physique. J'ai gagné mes premiers sous en vendant les kebabs 1 par 1. Donc, mon rythme de vie, c'était, je me levais à 6 heures. J'étais pas là en train de boire de l'eau avec du citron et du gingembre. Tu vois ce que je veux dire? Un café, j'allais à métro porter mes packs de boissons. À 8 heures, j'étais dans mon restaurant et je coupais la viande sous 45 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ni sport ni rien. Et j'étais tout sec parce qu'il faisait tellement chaud derrière la broche que tu peux perdre 10 kilos tous les jours si tu veux. Donc, j'étais pas dans ce mindset-là du bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que pour diriger des boîtes, on travaille beaucoup, surtout pendant le lancement. Donc, 1, 2, 3, 4 ans, on est plus dans le mal-être que dans le bien-être. En tout cas, moi. Tu vois? Je te dis franchement. Donc, s'ils ont le temps de faire du sport, de méditer, faire du yoga et tout, et en même temps gagner beaucoup d'argent, tant mieux, c'est une réussite. Ils sont plus forts que moi. Hein. On va dire, c'est la nouvelle génération. Moi, j'ai été dans ces 2 mondes. Voilà. Moi aussi, mon premier monde, ça a été métro à 6 heures du matin et terminer le soir à 1 heure du matin avec du ménage, tu vois. Tu faisais du sport? J'avais pas le temps. Voilà. J'avais pas le temps, j'avais pas de muscles, j'avais rien, quoi. Tu vois. C'était non, j'avais un mal-être, j'étais jamais coiffé, j'avais pas le temps de prendre soin de moi. Et quand j'ai connu justement le digital, il y a à peu près 4 ans, en 2019, j'ai vu cette façon-là de ce nouveau mindset entre guillemets, mais je l'ai trouvé beaucoup plus facile parce que justement, en fait, en ligne, quand tu fais des choses en ligne, t'as un peu plus le temps. C'est vrai, t'as un peu plus le temps. Mais si tu veux faire les choses correctement et délivrer des belles choses et délivrer tes clients correctement, ça demande quand même du travail et t'as quand même pas le temps de faire si tu veux. Autant que tu veux. Exactement. Pour moi, tous les entrepreneurs à succès aujourd'hui, pseudo-entrepreneurs du net, on va dire, que tu vois toute la journée en train de faire des snaps, ils sont en train de faire du sport, ils ont le temps à faire tout ça. Pour moi, c'est des créateurs de contenu, rien de plus. Voilà. Ils savent créer leur contenu. Derrière, ils vont te vendre une formation qui peut-être c'est même pas eux qui l'ont écrit. Exactement. Ils ont pas été dans le terrain, ils ont pas été sur le terrain. C'est des intermédiaires. Ils savent juste faire du show
et donner envie aux gens de poser la CB, tu vois. C'est des acteurs. C'est des acteurs. L'acteur a le temps de faire du sport. Exactement. L'entrepreneur, non. Ouais. Mais là, je te rejoins complètement. Je suis d'accord. Tu sais, moi, je le dis clairement, j'étais pas forcément heureux quand je gérais 1 ou 2 restos, et je l'étais pas non plus quand je gérais une entreprise de 120 restos. Parce que les gens, ils croient, quand tu es entrepreneur, tu gères un grand groupe, tu passes ta vie, alors surtout quand tu es fondateur, tu passes ta vie en vacances. Non, j'ai eu cette belle vie quand j'ai vendu. Mais c'était une vie très régulière qui me plaisait pas. Je te mens pas. Hein. J'arrive au bureau le matin, il est 8h, j'arrivais avant tout le monde, je repartais après tout le monde à 21h, 22h. Tu es au bureau, tu es devant ton ordi, 2-3 jours par semaine, tu es en déplacement dans tes restaurants, à travers la France ou à travers l'Europe. Le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu dors direct, tu manges mal, tu fais pas de sport. Voilà, quand tu es en pleine croissance, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois pas, la plupart des entrepreneurs qui sont dans les business comme ça, très stressants, c'est tous des gros. Ouais. La plupart, le beat qui sort, moi je vois tous mes amis entrepreneurs, c'est tous des gros, énervés, mal rasés, ils sont tous fatigués, ils sont tous au bout du rouleau. Ouais, les cernes. Les cernes, le mec il a 40 ans, t'as l'impression qu'il a 60, ils sont tous au bout du rouleau. C'est pas des métiers plaisants, c'est des métiers trop réguliers qui t'offrent aucune liberté. Et encore pire quand t'es associé, parce que quand t'es associé, tu peux pas dire à ton associé, je me barre 4 mois en vacances. T'es comme un salarié. Tu vis comme un salarié. T'arrives au taf, tu gagnes un peu plus d'argent que le salarié. Et encore, des fois, t'as des salariés qui sont mieux payés que toi, limite. Hein. Moi, j'ai mon directeur général, il avait un meilleur salaire que moi. Et tu valorises ton entreprise pour espérer la revendre, c'est tout. Mais t'as une vie très monotone. Hein. Et est-ce que finalement, c'est pas l'actionnaire qui est le plus heureux derrière? Mais c'est ce dont on parlait la fois dernière. Tu sais, quand tu me disais de la liberté financière. Pour moi, les seuls riches, c'est les actionnaires. T'attends que les dividendes rentrent, fin de l'histoire. Ouais. Les seuls riches, c'est les actionnaires. C'est tout. Après, tu mets un bon CEO qui dirige la boîte, fin de l'histoire. Mais il faut que la boîte, elle soit rentable. Yes. Tu vois ? Après, chacun sa vision du monde et du temps. Moi, j'étais pas forcément heureux dans le développement parce que je suis quelqu'un, je sais pas si ça te le fait à toi, j'ai toujours couru après le temps et j'ai toujours comparé l'argent au temps. Ouais. Aujourd'hui, un milliardaire qui a 1 milliard, qui a 80 ans, tu lui dis, je te prends ton milliard et t'as 40 ans. Il dit oui ou non, à ton avis ? Je pense qu'il dit oui. Il n'y a rien qui vaut plus que le temps. C'est la seule machine irréversible. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai toujours dit, que ce soit quand tu es jeune, voilà, il faut des délais de sacrifice. Tu te dis, je vais me sacrifier 2 ans, 3 ans, et ensuite, je vends ma boîte ou je fais autre chose et je vais kiffer. Ton temps. Il y a réussir dans la vie et réussir sa vie. Tu peux te retrouver demain, tu as un super groupe qui pèse 1 milliard, tu as passé toute ta vie dans les bureaux et tu as 70 ans, tu es mourant, tu vois. Et là, tu dis, putain, ouais, c'est bon, j'ai 1 milliard, mais j'ai rien fait. Ouais. Tu sais que moi, des fois, je parle avec des entrepreneurs, des mecs qui ont 200-300 millions, qui n'ont rien fait. Il a jamais été aux États-Unis, il a jamais été en Asie, il a jamais été en Australie, il connaît rien, il a rien fait. Une fois par an, il va une semaine, je sais pas où, fin de l'histoire. Donc ça, c'est réussir dans la vie. Ça, c'est réussir dans la vie. Il faut faire un peu des deux. Il faut réussir ta vie. Sa vie. Il faut réussir dans sa vie. C'est quoi ta motivation profonde ? Pourquoi tu veux gagner de l'argent ? Si je dis pourquoi, réponds-moi à cette question. Pourquoi ? Pour avoir ma liberté et pouvoir avoir mon temps. Ton temps, voilà. T'imagines ? Ouais. Comme quoi, rien ne vaut plus cher que le temps. Exactement. Tu veux gagner de l'argent pour t'offrir une liberté, pour avoir du temps. Le salarié lambda, qui touche le SMIC ou plus, qui va tous les jours au travail, il échange son temps contre rémunération. Yes. Quand tu comprends ça, tu as tout compris à la vie. Et après, tu as des types, ils entreprennent parce qu'ils ont tous ce mental de temps, mais ils sont tellement pris qu'ils n'ont pas le temps de vivre. Yes. Et moi, j'ai une tante, tu sais, qui est chirurgienne. Et je lui ai dit une fois, Yasmine, je dis, c'est quoi le premier regret des gens quand ils sont à l'hôpital ? Elle me dit de ne pas assez avoir profité de la vie parce qu'ils ont trop travaillé. Ouais. Tu vois ? Et j'ai vu, Wissem, beaucoup d'amis à moi mourir à 30 ans, à 35, à 50 de cancer. Et c'est venu du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il ne faut jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça ne me dérange pas de travailler comme un dingue, ça ne me dérange pas. Mais il faut que derrière, j'ai le temps. Moi, je ne te cache pas, ça a choqué des gens sur le net quand je disais que je partais 6 mois par an en vacances.
Mais parce que, tu vois, c'est choqué. Alors, quand j'étais en France, je bossais. Je prenais pas de samedi, dimanche, ça m'intéresse pas. Tu veux que j'aille faire quoi? Je vais aller à la Défense, à Carrefour, un samedi, dimanche, ça m'intéresse pas. Je travaillais du lundi au dimanche, de 8h à minuit. Parce que pour moi, c'était comme une prison. J'avais aucun équilibre. Je faisais tout mon taf le plus vite possible. J'essayais de faire 100 heures par semaine pour après fuir. Et fuir, c'est pas aller faire les courses. Fuir, c'est aller au bout du monde. Et là où je te dis j'ai réalisé mes rêves, c'est pas parce que j'ai vendu mon groupe cher et que... Non, c'est parce que j'ai fait le tour du monde. Mon premier rêve, c'était de faire le tour du monde. Tu vois ? La définition de réussir ta propre vie, c'était ça. Exactement. Tu sais, une fois, j'étais avec un ami, on voit des yachts. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans un podcast, ça. Et en fait, on parlait avec celui qui nettoie le yacht. Et non, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Regarde, l'anecdote, elle est marrante parce que... Et je dis, vous avez le patron, t'as vu quand t'es gamin, tu vois, les mecs qui ont des yachts et tout, tu parlais avec eux. Et je dis, vous l'avez vu le patron du yacht? Il me dit, jamais, on l'a vu qu'une fois. Par contre, on a déjà vu sa femme et ses enfants. Tu vois? Je me dis, pourquoi? Mais il me dit, il travaille beaucoup, il n'a pas le temps. Il a acheté un yacht à 30 millions, mais il n'y est pas. Et je disais à mon ami, je dis, tu préfères avoir un yacht, en profiter 2 jours par an, ou avoir un Zodiac et en profiter 6 mois par an? Tu préfères quoi, toi? C'est un choix. Le Zodiac, moi, je préfère. C'est un choix perso. C'est clair. Le temps n'a pas de prix. Le temps, c'est un truc de dingue. Et je pense que plus les années passent, plus tu vieillis, moins c'est marrant. Ouais. C'est à toi de définir, selon ce que vont te dire tes parents et compagnie, quelles sont les plus belles années de ta vie. Et de faire en sorte de kiffer ces années-là avec les fonds que tu as entre les mains. Mais il faut des délais sacrifices et des délais où tu te lâches, où tu kiffes ta vie. Ouais. C'est aussi un secret de longévité. Parce que si tu passes ton temps à travailler et comme tu dis, tu t'arrêtes pas, bah, tu sacrifies ta santé et ton temps. À la fin, en fait, t'as tout perdu. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Le temps, c'est... Après la santé, c'est ce qui est le plus important. Moi, j'ai un principal défaut dans le business et mes collaborateurs, ils me le disent beaucoup. Et j'aurais pu gagner beaucoup plus si j'avais pas ce défaut. Je suis pas régulier. C'est-à-dire, je suis un bon créatif. Ouais. Je vais créer. Je vais aller très vite. En fait, je suis un essence, pas un diesel. Je vais aller très vite. Je vais tout faire. Mais après, je me lasse vite. Tu vois, je me lasse vite. Et là, c'est pour ça que j'ai des bons collaborateurs qui suivent après, qui régulent. Ouais. Parce que ma tête, elle est bouillante. Je suis sur plein de projets en même temps et je me lasse très vite. Ouais. C'est un défaut, hein. Ouais. Et j'aime pas monter... souvent, tu sais, on m'a dit, les gens, ils montent marche par marche. Toi, tu veux monter étage par étage. Je leur ai dit, je m'en fous. Ça me plaît pas de monter marche par marche, en fait. Ça me plaît pas. On peut pas changer notre personnalité. Ouais, c'est vrai. Ça me plaît pas. Il y en a, ils vont acheter magasin par magasin. Ils vont mettre 60 ans à construire. Soit j'achète le groupe à 400 millions tout de suite, soit je le fais pas, je m'en fous. Ça me plaît pas. Ah, ta personnalité, elle est pas alignée avec ça. Ouais. Tu as des personnes qui, eux, justement, préfèrent, comme tu dis, step by step, et monter leur truc... Ça prenne. Bon, d'un côté, en fait, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Parce que celui qui fait step by step et qui prend son temps, etc., il sait pas combien de temps il va avoir à la fin. Celui qui fait les choses rapidement, peut-être qu'il peut aller trop vite pour créer un groupe ou, comme tu dis, faire des belles choses. Il va très vite, mais derrière, il a son temps. En fait, ta personnalité, c'est de vouloir gagner du temps. C'est bizarre, hein. Enfin, je me disais, putain, mais peut-être je suis dépressif ou quoi, mais c'est toujours courir après le temps. Et j'ai des bons amis qui me disaient, mais Hakim, t'as un problème, tu dors que 5 heures par nuit. Mais je dis, les gars, on vieillit, le temps passe vite. Tu vas mourir, t'as tout le temps pour dormir. Le temps passe vite. T'as vu quoi dans ta vie? T'as envie de voir quoi d'autre? C'est ça qui est important. Ouais. Tu vois, et t'as pas besoin de millions. Des fois, tu vois, je me suis retrouvé dans des pays au bout du monde, tout seul, au bord d'un café, où le café, il était à pas cher, à 10 centimes, le transat à 1 euro, au bord d'une plage, et prendre le temps de respirer, de méditer, de regarder le monde différemment, de regarder d'autres cultures, de regarder d'autres personnes. Pour moi, en tout cas, pour ma personnalité, c'est la vraie richesse. Et tu vois, aujourd'hui, dans les nouveaux business que je développe, je me laisse à chaque fois 3 ans, pas plus. Et en plus, tu vois, on n'a pas le même âge. Quand tu as 20 ans, tu peux te dire, je vais travailler sur un groupe. J'ai 10 ans devant moi ou 15 ans. Ouais. Quand tu as la quarantaine, tu vas sur des business où tu dois gagner de l'argent tout de suite. Tu n'as pas le temps de réinvestir et de dire demain,
J'aurai de l'argent. C'est quand demain? Mais c'est le défaut, tu sais, de la plupart des gens. Demain, c'est quand? Quand t'as 60, 70. Alors, je dis pas que c'est vieux. Il y a des gens qui sont en très grande forme à 70 ans. Mais c'est moins marrant. C'est moins marrant. T'as moins l'envie. Ouais, toute ma vie, j'ai entendu autour de moi, travaille pour ta retraite à 60, 70 ans. Et j'ai jamais, moi, à titre perso, j'ai jamais compris ce concept-là, en fait, de travailler pour mes 60, 70 ans. Je veux travailler pour, bon voilà, comme tu dis, pendant 5 ans, tu kiffes, juste après, tu fais 1 an, 2 ans où tu te reposes bien, après tu reprends des projets, etc. Mais de travailler toute ma vie de façon lisse et ne pas profiter des moments, en fait, comme tu dis, de ta jeunesse, etc., je trouve que c'est du gâchis pour moi. Mais c'est une douille. Ils ont mis aux gens une douille. Renseigne-toi le nombre de personnes que tu verras autour de toi à 60 ans qui ont des cancers. Mon père. Voilà. Mais c'est une douille. 60 ans, 61 ans, retraite, 61 ans et 2 mois, diagnostiqué cancer au cerveau. Mais tu sais que j'en connais plein. Mais c'est une douille. T'as plein de gens. Alors si t'as la chance d'arriver en bonne santé à 60 ans, mais j'ai envie de te dire, pourquoi faire? Kiffe ta vie. Pourquoi faire? Moi, t'as vu, quand j'ai vendu mon groupe, j'avais 31 ans, je crois. Je vais pas te mentir. J'ai claqué beaucoup d'argent. Alors, il y a des gens qui disent, il faut investir. Mais je dis, au début, quand on a créé la boîte, on n'a pas pensé à investir. On a pensé à gagner de l'argent pour s'éclater. Alors, je vais investir une partie, une grande partie. Bien sûr. Mais j'ai envie d'éclater une partie. Bien sûr. Et je le regretterai jamais. Et même t'éclates 10, 20 millions, c'est les plus belles années de ta vie. Les gens, ils sont là, ils font attention. Mais non, on fait confiance à Dieu. Nous. Exactement. Quand tu dis investir pour sa retraite, en fait, toi, la retraite, c'est le au cas où. On investit au cas où. T'as tout compris. Mais c'est pour faire marcher le système. En fait, c'est dès l'école, c'est le système étatique qui t'apprend ça. Mais c'est une carotte. Mais franchement, je préfère 1 million à 25 ans qu'1 milliard à 70 ans. Pour faire quoi? Pour aller où? Déjà, à cet âge-là, tu vois pas, les gens, ils veulent plus bouger. Moi, dans ma famille, ma mère et tout, je dis, viens, on va là et tout. Elle dit, non, mais c'est bon, je suis fatigué. Les gens, ils se font des films. Ça y est, il y a un moment, t'es vieux. Le temps est passé, c'est fini. Tu vois, quand t'as la quarantaine, il te reste max 10 ans de jeunesse. Max. Et moi, je trouve que c'est moins marrant à la quarantaine qu'à la trentaine et qu'à la vingtaine. Comme on dit, de 40 ans à 50 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. Exactement. Exactement. Non, c'est mon point de vue. Tu vois, on parle du temps, on aime réussir, on aime gagner de l'argent, mais le temps, je le ferai passer toujours avant tout. Et là-dessus, il faut limite être égoïste. Il peut se passer ce qui se passe. Moi, j'ai eu des périodes avec mes entreprises. J'ai dit, écoute, tiens les clés à des bras droits, je pars 4 mois. Tu vas où? Je sais pas. Je vais à l'aéroport, je sais même pas où je vais, je me pars 4 mois. Fin d'histoire. Débrouillez-vous. Là, maintenant, c'est mon moment à moi. C'est le temps. Tu vois? Et qu'est-ce que tu faisais quand tu étais justement dans ces endroits du monde où tu étais un peu seul, etc. C'était quoi tes occupations journalières? Rien. Rien? Mais j'aime bien rien faire. Ouais. Tu sais, la plus belle rencontre, c'est celle avec toi-même. C'est important. Je trouve que c'est hyper important de se retrouver avec soi-même. Tu vois? Il y a des gens qui le comprennent pas, mais t'es pas obligé de faire des choses. Va, observe. Regarde, le monde est grand, en fait. Comme je dis souvent, vis avec le V de voyage. On est là pourquoi, en fait? Parce que t'as des patrons qui gagnent très bien leur vie, mais si tu fais métro, boulot, dodo, t'as entrepris, mais t'as la même vie qu'un salarié lambda. Est-ce que c'est réussir? Pour certains, oui. Hein. T'as vu l'ancienne génération? L'ancienne génération qui n'a pas connu comme nous les réseaux sociaux, qui n'a pas connu toute cette fast life, Dubaï, les trucs et tout. Mais ces gens-là, en fait, toute leur vie, ils ont fait que bosser. Ils sont heureux comme ça, parce qu'ils ont connu que ça. Mais nous, ça ne nous convient pas. Petite question avec les milliardaires, les millionnaires, les entrepreneurs en général. Pourquoi on voit tous les entrepreneurs du monde, tous les entrepreneurs qui sont basés aux Émirats, par exemple, ou aux États-Unis, dépensent pas mal d'argent, on les voit quand même flamber, ils dépensent leur argent, mais en France, c'est pas le cas. ABS, frein. Il y a un risque d'ABS. Bon,
comme j'avais dit, tu sais, la mentalité française, elle est différente. C'est-à-dire, il faut que ça soit un lusque et une richesse discrète. Et après, la France, c'est un pays, malgré que ça soit la droite au pouvoir, qui, à mon sens, on voit ce qui se passe en ce moment, mais qui est profondément de gauche aussi. Hein. Il faut pas montrer. Et tu as une fiscalité lourde. Moi, je le vois. Enfin, tes amis entrepreneurs à Dubaï, aux États-Unis, tu vois bien qu'ils ont plus d'argent que ceux qui sont en France. Bien sûr. Même s'ils sont en France, ils ont des boîtes beaucoup plus importantes. Ouais. Mais je connais des gens qui font 1 million de chiffre d'affaires à Dubaï, qui ont plus d'argent que des gens qui font 50 millions en France. Mais parce que y a pas d'impôt. Tu as un système fiscal français, et pas que français, européen, où en fait tu tournes en rond. Tu as ta holding, comme on a vu, l'argent il remonte à la holding, tu as les SCI. Enfin, à titre perso, tu n'as jamais d'argent, sauf quand tu distribues tes dividendes en fin d'année, mais il te reste pas grand-chose, tu vois. Tu vas pas t'envoler. Et comme ça t'embête de distribuer des dividendes parce qu'il y a trop d'impôts, justement, tu laisses l'argent dans la boîte. Tu dis, vas-y, je prends juste de quoi vivre, je sais pas, en fonction de ce dont tu as besoin, tu vois. Et donc, tu peux pas faire. Moi aussi, je vois des potes à Dubaï, il va en soirée, il claque 10 000 euros. J'ai jamais vu des entrepreneurs français, des amis faire ça. Ou alors il le fait parce qu'il fête ses 40 ans. Mais... Il va le faire une fois dans l'année. Ouais, il va le faire une fois dans sa vie. Dans sa vie, carrément. Soit tu as des rentiers, des grosses fortunes, où les parents, ils ont 300-400 millions d'IMO, et malgré les taxes, malgré tout, eh ben, il leur reste quand même pas mal de fonds à la fin de l'année à gaspiller, et il sait qu'il va tout louer l'année suivante, donc les fonds, ils rentrent en répétitif. Mais sinon, j'en connais pas. Moi, j'ai plein d'amis qui ont des fortunes de 100 millions et qui n'ont pas des fast life de dingue. Hein. Ils sont pas... C'est comme ça, il y a trop de fiscalité. Donc en gros, vaut mieux gagner 1 million d'euros à Dubaï que 100 millions d'euros en France, que faire 100 millions de CA en France. Ah ouais. Parce que tu vas faire 100 millions de CA, tu vas faire 10 millions de résultats, tu vas payer ton IS, allez, 25-30 millions, il te reste 7, enfin 2 millions 5, 3 millions, il te reste 7. 7, tu vas remonter un peu à la holding ou même pas, tu laisses la moitié dans la boîte, tu vas remonter 3, tu vas payer en impôts perso et tout. Puis il va te rester quoi, 1 million? Il va te rester pareil qu'à Dubaï en fait. Ouais. Et encore, tu vas dire il y a tellement d'impôts, je distribue rien, je laisse tout dans l'entreprise. Tu vas te prendre juste de quoi vivre. Allez, tu sais pas, t'as une grosse boîte, tu vas peut-être prendre 200 000 par an. Donc celui qui est à Dubaï, le solopreneur à Dubaï qui fait 1 million d'euros, il est plus riche qu'un mec. Et pourtant en France, faire 10 millions de résultats, il faut y aller déjà. Hein. Faut pas être un rigolo. Hein. Tu vas travailler comme un esclave. Hein. Moi, je le vois, mes collègues qui sont à Dubaï, ils bossent presque pas, ils prennent 1 million. Mais c'est pas le même mindset, c'est pas la même culture fiscale, c'est pas la même culture entrepreneuriale. Les gens qui entreprennent en France, c'est dans l'espérance de revendre leur boîte. Yes. Tu gagnes de l'argent quand tu revends ton entreprise. Et encore, faut la vendre, faut loger l'argent dans une holding pour pas payer les impôts, ou alors tu vas payer la flat tax. Enfin, c'est des schémas compliqués. Hein. C'est pas comme ce que les gens pensent. C'est beaucoup plus subtil et compliqué que ça. Tandis qu'à Dubaï, t'arrives, tu te prends pas la tête. T'as vendu, je sais pas, t'as vendu un truc 1 million d'euros, tu mets 1 million sur le compte, tu vas en vacances, tu les brûles. Bah, bien sûr. Et là, c'est un autre monde. Et c'est pas pareil. Ouais. C'est une fiscalité en France solidaire, si tu veux. Tu dois reverser quand même pour les soins, pour les routes, c'est une autre mentalité. Comment tu fais la différence autour de toi des personnes qui justement qui sont riches et d'autres qui le sont pas, ou qui paraissent l'être et qui le sont pas forcément? Alors détrompe-toi, la richesse, c'est pas forcément ce que tu crois. Moi j'ai des amis dans le 16e à Paris qui prennent des cafés à 15 euros, ils sont tous locataires pour 1 500 par mois. Tu vois ce que je veux dire? Et ça part en vacances là, et là, tu comprends. Je te le dis. Ouais. Ils te parlent qu'en millions en plus, t'es avec au café, ils parlent qu'en millions, tu dis montre ton compte, y a rien. Hein. Et attends, mon appli elle bug, au moment de payer l'addition, ils sont tous aux toilettes. Franchement, on va pas se mentir. Et j'ai des amis qui habitent en banlieue à Paris, qui sortent pas trop de chez eux et qui ont acheté 10 maisons. Parce qu'ils sont peut-être un peu plus sacrifiés. Ouais. C'est un choix, il y a un moment tu gagnes de l'argent. C'est comme toi, tu gagnes ta vie. Soit tu te dis je claque tout et je flambe, soit tu te dis je me sacrifie, je claque 10, 20% et le reste j'investis pour plus tard, pour peut-être tes enfants si t'en as, pour voilà, plein de choses, tu vois. Mais faut pas croire à ce qui brille. Hein. Ça, c'est une fausse idée. Hein. Moi, je te dis, il y a une période de ma vie, je gagnais très bien ma vie, mes collaborateurs, ils voyageaient en business et moi en classe éco. Ce qu'ils veulent. Ouais. Mais pour aller d'un point à un point B, j'en ai rien à faire. Ouais. Tu vois. Et je t'assure que j'ai toujours fait attention à chaque centime. Et là d'ailleurs, t'as vu, avec tes vidéos, je passe dans les trucs. J'étais à Cannes avec des amis, plage publique.
Moi, mes potes, mes amis intimes, c'est les mêmes depuis longtemps. Ouais. Ils touchent 2 000 € par mois. Donc, des fois, je vais les inviter dans des plages. Des fois, on va à la plage publique. On est des gens simples, tu vois. Ouais. Et quelqu'un qui m'a reconnu me dit, Kim, t'es le mec qui fait les vidéos, je t'ai vu sur TikTok, mais pourquoi t'es là? Mais on aime bien être là. Mais pourquoi tu veux que j'aille sur un matelas 200 €? Moi, déjà, je suis un mauvais client. Ouais. En fait, ils comprenaient pas. Je dis, moi, je les ai gagnés kebab par kebab. Ouais. C'est pas dans ma culture, en fait. Ouais. Mon père, je l'ai vu travailler comme un esclave. C'est pas dans ma culture. Je peux pas. Tu vois? À un moment, j'ai acheté un bateau. Je le louais tout le temps. Il fallait que sa location me rapporte le montant du leasing du bateau. Ouais. Sinon, j'étais pas content. J'ai acheté un avion, pareil. Avant même de l'acheter, j'ai demandé à la société qui le loue quel type d'avion faut acheter pour qu'il soit loué tout le temps, parce que je vais le prendre que 2 jours par mois. Ouais, tu vois, t'optimises à 100%. Voilà. Ouais. T'as des maisons, 3-4 maisons à travers le monde, elles sont louées. Je crois que j'ai jamais laissé une de mes maisons vides. Hein. Tout de suite, j'ai une assistante qui s'occupe de ça, tu le loues sur Airbnb. Ouais. Voilà. Mais non, mais sinon, bien sûr. Sinon tu claques tout, ça va vite. Ouais, c'est clair. Les gens ils comprennent pas, mais tu vois, c'est comme les footeux aussi. Un footeux, il a l'habitude pendant qu'il joue de claquer 100 000 € par mois. Mais le jour où il joue plus et qu'il n'a pas investi l'argent, il va déjà avoir du mal à claquer 10 000. Hein. Ça part vite. Donc si tu n'investis pas et tu fais pas rentrer de l'argent dans les choses où tu as investi, tu peux oublier le rythme de vie que tu avais avant. Donc il y a des calculs à faire, tu vois. Et j'aime pas, je sais pas toi, mais moi j'aime pas me faire avoir. Je suis un mauvais client. Tu vois, tu as vu, je vais dans une boîte de nuit ou quoi, je vais au bar, moi, je prends mon verre au bar. Je suis pas le mec, t'as des mecs, bouteilles, champagne, tu vois. Ouais. J'ai plein de potes qui le font. C'est du show. Bah, tous mes potes qui le font, soit ils sont au RSA, soit ils sont locataires. J'ai jamais vu, il y en a très peu. Alors maintenant, avec les types dans les réseaux, les influenceurs, oui, ils ont de l'argent, ils le font. Mais parce que je pense qu'ils gagnent de l'argent facilement. Ouais. Ah, mais ça, c'est une certitude. On peut dire ce qu'on veut. Les créateurs de contenu, ils savent faire rêver, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, forcément, ils gagnent de l'argent facilement. Ça, c'est une certitude. Voilà. La vérité, Wissem, c'était pas mon cas. J'ai gagné de l'argent très difficilement. Donc, je le gaspille, on va dire, à bon escient. Précédemment, là, sur le podcast, on a discuté, enfin, t'as parlé un petit peu, on parlait des personnes quand ils voulaient se développer. Ouais. Est-ce par quel chemin ils pouvaient passer, lever des fonds, trouver des associés, etc. Et justement, est-ce qu'on peut aborder le thème de l'association? Je voulais savoir un petit peu ce que t'en pensais, et si t'as des conseils aussi à donner à ce niveau-là. T'es croyant? Oui. Est-ce que Dieu a un associé? Non. Et c'est la première chose qui est interdite en réalité. Ouais. L'association, ça dépend des tempéraments. Je pense qu'il faut que tu travailles avec des gens intelligents et qui n'ont pas besoin des fruits du business que vous faites pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit un complément de revenus. Okay. Si tu t'associes avec un type qui n'a pas de sous, il n'a rien, il a que cette boîte-là, ou tu t'associes avec lui, et la boîte, elle tourne mal, il va te piquer dans la caisse. Si tu t'associes avec quelqu'un de bien éduqué, de bien élevé, qui gagne déjà sa vie, qui a des notions, qui a peur de Dieu, etc., quelqu'un de sincère, là, ça peut être des associations qui marchent. Il faut définir les rôles de chacun. Je donne un exemple. Moi, j'ai 2 amis associés dans un bar, un restaurant. Un des 2 perd son fils, accident de moto. Il n'a plus envie de bosser. C'est normal. Tu as perdu ton fils, tu es traumatisé, le fils, il a 17 ans, tu n'as plus envie de bosser. Il y a tout de suite des conflits entre les 2. Parce que l'autre, il va lui dire, mais attends, tu bosses plus, ok, t'es en deuil, mais il faut faire tourner le restaurant, et je peux plus te donner ton salaire si tu bosses plus. Donc, tu vois, il faut, ce qui est un peu vrai, mais il faut arriver à tempérer tous ces sujets-là. Donc, l'association, c'est quoi? On est, par exemple, 4 dans une affaire, on a nos parts, on est des associés passifs. On fait partie d'un conseil d'administration où on vient une fois par mois échanger nos idées. En contrepartie, on n'a pas d'argent. Et on nomme un de nos associés et l'opérateur. Et là, on nomme son salaire. Et là, c'est lui l'opérateur. Il faut qu'il y ait un opérateur. Okay. Sinon, c'est complexe. Ça peut marcher avec des gens de bonne intelligence. Ouais. C'est rare. Hein, c'est rare. Mais déjà, les êtres humains, tu peux faire confiance à combien sur 100% déjà?
1%. 1%, exactement. Il faut dire la vérité. Moi, dans mon parcours, j'ai été très déçu par l'humain. Entre les associés que j'ai aidés, où j'ai mis des fonds, après, tu les vois, ils ont mis les parts à leur nom, ils ont magouillé. Enfin, j'ai vu plein de choses. Mais après, quand t'es croyant, les gens, ils payent. Ouais, clair. Moi, j'ai vu plein de choses. J'étais associé avec un type à Caen, quand j'avais développé la marque Nabab. Au début, je suis associé avec un type, et un type de la communauté, tu vois. T'es franchiseur, les banques, elles te font confiance. La banque, c'est comme si tu voulais ouvrir une franchise, elle lui a demandé la caution du franchiseur et que je sois associé. Je voulais même pas, moi. Donc, je prends 49% de la boîte, je lui laisse la majorité par gentillesse, tu vois. Et en fait, avant de vendre, à un moment, au bout de 7 ans, on vendait. Alors, pendant 7 ans, j'ai jamais vu de bénéfice. Le mec, il devait se mettre les espèces dans la poche, parce que ça marchait très fort. Et après, au bout de 7 ans, avant de vendre, il endette d'URSSAF l'entreprise, tu vois, donc il tire l'argent de l'entreprise, et quand il vend, j'ai appris après qu'il a vendu 600 000, il m'a fait croire que c'était 200, il a pris 400 000 en espèces. La malhonnêteté. Il a revendu à un Turc, il a pris 400 000, il me les a pas déclarés, et moi je suis pas de Caen, tu vois, j'étais à cette époque-là à Paris, naïvement. 3 mois après, il a une tumeur du cerveau. Sa femme, elle m'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je laisse entre les mains de Dieu, tu vois, ce que t'es obligé, dans ces métiers-là, de faire une justice toi-même. Pareil, un autre à Châtellerault, un ancien salarié qui voulait devenir patron, tu l'aides, tu mets 50, 60 000 euros, il te vole tout. Parce que c'est des gens, des fois, il est habitué à être salarié. Il prend ses 1 500 par mois, d'un seul coup, il voit 3 4 000 dans la caisse tous les jours, il devient fou. Il se met tout dans la poche, tu vois. Et par expérience, sur 100, je pense qu'il y a une personne d'honnête. C'est dingue ce que je vais te dire. Et ce qui fait les grandes réussites, je pense que c'est la loyauté et l'honnêteté des associés que tu auras et des collaborateurs que tu auras. Tu vois, tu vas dans une entreprise lambda en France, tu vas entendre tout le temps les salariés parler mal du patron et le patron et les bras droits parler mal des salariés. Ils sont en opposition. C'est triste, hein. Tu vas avoir des gens bien. Mais je pense que dans tous les collaborateurs que j'ai eus, tu vas aller 5% de gens bien. Et dans les associés, pareil. Tu as beaucoup d'opportunistes, mais tu le vois tous les jours. Tu es entrepreneur aussi. Ouais. Moi, je me suis associé dans ma vie une dizaine de fois. Et on va dire 10 fois, 9 fois sur 10, c'était des personnes peut-être proches aussi. Les seuls associés avec qui ça s'est bien passé, peut-être 2. Mon frère, parce que bon, voilà, c'est le sang et ça peut pas, enfin, très bonne, y a rien à dire là-dessus. Et une personne, comme tu disais tout à l'heure, qui, enfin, moi j'avais mes projets à droite, enfin, je gagnais déjà mon argent avec mon agence, etc. de ce côté, ma pizzeria. Lui gagnait son argent dans l'e-commerce, on a fait un projet en commun. Ça c'est bien, même à la fin, si ça se passe mal, on se tire pas dessus et ça a été une association saine. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais ressenti une association saine comme ça sur les 10 autres. Oui. Mais parce que tu t'es associé avec quelqu'un qui était motivé par le projet et pas par l'argent. Exactement. Si tu t'associes avec, je le dis vulgairement, mais un crevard qui a jamais vu d'argent de sa vie, demain il voit de l'argent rentrer dans les caisses, c'est fini. Il oublie tout le monde. Il va prendre tes parts, il va voler la caisse, il va voler le magasin. Tu comprends? Moi, je l'ai vu plein de fois. Et je t'assure, j'ai aidé beaucoup de gens. Mais beaucoup, hein. Dieu m'en est témoin. J'ai aidé beaucoup de gens. J'ai toujours été déçu. Tu vois? Quand tu réussis, tu vas être entouré de plein d'opportunistes. Kiffe ta réussite seule. Et après, le boulot en famille, ça dépend. Tu peux avoir des frères, des sœurs qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi aussi. Ouais. Toi, tu es peut-être entrepreneur. Tu peux avoir un frère qui veut être dans le salariat, qui n'a pas envie de prendre de risques, qui n'a pas envie de se casser la tête. Et je pense qu'il faut respecter le choix de chacun. Bien sûr. Tu vois? Mais j'ai un ami qui a beaucoup bossé avec moi, un de mes meilleurs amis qui a toujours été honnête avec moi, quelqu'un d'honnête et qui était impliqué autant que moi. Et tu peux avoir des cousins et tout par qui tu voilà. Il faut faire attention. Tu sais, non, c'est clair. Quand tu es en bas, tu es dans la meute. Quand tu t'échappes de cette meute veut te tirer vers le bas. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ceux qui ont réussi, les riches, ils sont toujours tout seuls. Ils ont peur, t'as pas vu, ils ont peur de se mélanger. Ouais. Donc les gens, ils vont dire, ouais, il est hautain. C'est pas qu'il est hautain. Il y a un moment, il peut pas donner l'heure à tout le monde. On sait pas qui tu es. Exactement. Ils ont peur de se mélanger. Parce qu'il leur est arrivé des expériences de vie qui fait qu'ils sont arrivés là, si tu veux. Mais le travail de l'association, c'est difficile. Il faut des gens de bonne intelligence.
Il faut des gens avec un certain respect. Moi, tu vois, j'ai des associés, c'est des financiers, c'est des gens qui me respectent. Je respecte leur parcours de vie, leur parcours de travail. Et on attend les opportunités, on travaille les opportunités, mais c'est des gens très intelligents. Il faut t'associer avec des gens très intelligents. Intelligent, exactement. Moi, mon frère, je sais pas parce que c'est mon frère, en fait, il croit tellement en moi que l'association se passe très bien parce qu'il me laisse faire ce que je veux. Et il a confiance à ce que je vais faire. Mais c'est rare. Même dans ta famille, tu vas en avoir un comme ça, tu vois. Bah oui. T'as combien de frères? 4. On est 4 frères. Ah ouais. Donc 3 frères, Ouais, donc 3 frères et une sœur. Et tout le monde a son tempérament différent. Mais je dis pas, hein, avec mon frère avec qui je me suis associé à la pizzeria il y a 12 ans maintenant, ça a commencé, c'était compliqué. C'était très dur parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Moi, c'était travailler sans cesse, 100%, j'étais tout le temps là. Lui, c'était un peu plus... puis il écoutait aussi les gens autour de lui. Oui, t'es un patron, faut que tu sois un peu moins là, etc. Et moi, je pense que c'est mon père qui nous a soudés. Tu vois, c'est le fait que le paternel soit là et qui prenne la défense et qu'il soit juste. Toi, tu fais ça, c'est bien. Toi, c'est pas bien. Tu vois. Mais... à mon avis, j'aurais pas eu mon père, ça aurait été compliqué. L'association en famille, si t'as pas une personne qui a plus d'autorité qui a une grosse autorité qui peut vous dire, bah écoutez, toi, c'est juste ce que tu fais, toi, c'est pas juste. Je pense que c'est compliqué. Moi, l'association en famille, à part des familles très soudées, très entrepreneurs, où tous les frères et sœurs sont entrepreneurs, ça arrive, hein, t'as des familles comme ça, hein. Mais tu peux te retrouver dans des familles où tes frères et sœurs sont pas des entrepreneurs. Et là, je pense qu'il faut pas rentrer dans l'association et pas travailler ensemble. Tu sais, c'est comme tu peux être un super chef d'entreprise, un entrepreneur et avoir des enfants qui ont rien à voir avec toi. Ouais. Il y a plein de types, ils finissent leur carrière avec des superbes entreprises et les enfants veulent pas reprendre. Parce que, ils sont incompétents ou alors compétents dans autre chose, ça leur plaît pas. Et là, t'as l'entrepreneur qui se retrouve bloqué, tu vois. Et moi, dans ma famille, le seul qui avait un peu la vision entrepreneuriale, mais plus commerçant, c'était mon père. Et lui, donc, c'était un professeur, hein, tu vois, de mathématiques, mais il a toujours fait un peu de business à côté. Et on s'entendait bien, mais l'association avec des amis, pareil, des fois ça fonctionne si ils sont de grande intelligence, ou des fois ça fonctionne pas et tu vas bousiller des amitiés. Ouais. C'est très complexe, ça dépend des gens que tu as en face. Tu vois, parce que souvent, c'est des petits business. C'est pas comme si t'avais LVMH et là, t'es associé avec des gens, t'attends le conseil d'administration à la fin de l'année, fin de l'histoire. Ouais. Toi, il te reste 20 milliards, moi 10, toi 5. C'est un autre. Mais quand t'es associé dans un business, dans une pizzeria, ça va être, tu travailles plus que moi j'y suis pas, toi t'y es, pourquoi? Tu vois, c'est compliqué. Et même entre frères ou entre amis, les associations, t'as pas remarqué, ils durent pas 30 ans. La boîte, tu la tiens pas 30 ans. Ouais. Au bout d'un moment, ça va être vendu. Soit tu rachètes les parts de ton frère ou de ton ami et tu finis seul. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ta famille, ça devient ta femme et tes gamins. Tu vois, ça devient compliqué. Imagine, tu as 2-3 frères, chacun sa femme, ses enfants. En fait, on associe des familles à la fin. C'est vrai, ça devient trop compliqué en gestion. Exactement. Je suis d'accord. Il n'y a pas d'issue, en fait. Il n'y a pas d'issue. Donc, l'association, c'est bien pour démarrer. Parce qu'au début, si ton projet fonctionne pas bien, le temps que ça se fasse, tu as besoin de main-d'œuvre gratuite. L'association, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Les amis, ils vont se défoncer pour toi au départ, tandis qu'un salarié, dès le départ, il va te demander un salaire. Mais après, peut-être qu'ils vont se sentir légitimes d'avoir des parts dans l'entreprise. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes des parts ou pas? Est-ce que c'est méritant ou pas? Il faut toujours se mettre à la place des gens dans la vie. Exactement. Tu comprends? Ouais. Demain, tu travailles avec ton frère. Ton frère a créé une boîte. Tu viens bosser avec lui. Tu ne l'as pas créé avec lui. Est-ce que c'est légitime qu'il te donne des parts ou t'es salarié? C'est une question. Ouais. Moi, je pense que si je me suis défoncé, c'est légitime qu'il me donne des parts. Parce que tu t'es défoncé. Ouais. Mais voilà. Mais est-ce que tu as ramené du résultat? Si je ramène pas de résultat, que je suis juste un salarié, un ouvrier, non, là, c'est pas légitime. Je prends rien. Si je fais mes heures et que je compte mes heures et que à 23 heures je souffle quand il faut fermer, s'il faut rester une demi-heure plus ouvert pour faire des pizzas et que je suis là en train de souffler, c'est que non, je suis pas méritant. Donc t'as ramené du bénéfice qu'il n'avait pas avant. Ouais. T'as créé de la richesse à l'entreprise. Oui. Là, tu crées de la richesse. Ouais, il faut un partage. C'est différent. Ouais, c'est différent. Si l'entreprise a fait 100 000 euros de bénéfices par an,
tu la montes à 200 000, Ouais. c'est toi qui as créé la valeur ajoutée. Yes. Lui, il était là ou pas? Il t'a laissé faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est très complexe. Ouais. Ça dépend comment c'est fait. Mais pour avoir l'expérience d'avoir travaillé avec des amis, d'avoir travaillé avec la famille, je pense que c'est bien de maintenir les liens amicaux et familiaux. Ouais. Je dis ça parce que c'est un lien fort avec la famille. Je pense qu'avec amical, ça serait c'est différent. Tu vois, c'est compliqué parce qu'après tu vas parler avec tes frères et sœurs ou tes parents que de business. Ouais, c'est vrai. Tu sors du registre familial qu'il faut préserver. C'est vrai, je te mens pas. On a à chaque fois qu'on avait des dîners, etc. On parlait que de pizzeria. Hein. La pizzeria. Toi, tu travailles. Toi, pourquoi non? Et toi, t'étais où? Et toi, c'est vrai. Demain, tu as des enfants. Est-ce que tu as envie de partager ça avec eux ou est-ce que tu as envie de partager des matchs de foot avec eux? C'est ça le problème. Est-ce que tu veux que ça soit tes enfants ou tes partenaires entrepreneurs? C'est ça le problème. Quelle relation tu veux avec eux, tu vois? Et pour moi, tout ça, c'est très compliqué. Et peut-être que tes gamins voudront pas reprendre ton groupe. Peut-être que ce qui t'a passionné, par exemple la pizzeria, peut-être que ça les passionnera pas. Ouais, c'est clair. Toi, tu dissocierais ce oui, truc-là? Parce que je pense qu'on a chacun nos rêves. Ok. Et tu vois, j'ai un frère aussi, comme toi, j'en ai pas 3, j'en ai un, mais je préfère que mon frère réalise ses rêves. Parce que je pars du principe où si mon frère travaille avec moi, il va réaliser mes rêves. Comme tu vois, quand on dit un salarié, tu as vu sur les trucs qui disent on poste pour réaliser les rêves du patron. Ou alors travaille pour toi pour réaliser tes rêves. C'est pareil. Et je pense que chacun doit s'accomplir dans ses rêves. Ouais. J'ai fait à l'époque du kebab. Peut-être que le rêve de mon frère, c'est d'être pilote de ligne ou c'est d'être entrepreneur dans je sais pas moi, dans l'immobilier ou autre chose. Et je pense que mélanger tout ça en famille, ça peut brider les rêves de certains membres de ta famille. C'est vrai. Tu vois, c'est mon point de vue. Hein. Non, mais on doit chacun réaliser ces choses en fait. Bon merci pour ce podcast, cette value. Merci à toi. On a quand même pas mal parlé. Je pense que le podcast il va être long celui-ci, mais énormément de valeur. Et donc on a commencé bien évidemment par toute la partie business, etc. Après on a parlé un peu de mindset et tout, mais très enrichissant. Merci à toi. Merci à toi Wissem. Et puis à la prochain podcast. À très vite. Allez, merci à vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Et on continuera à faire des podcasts comme celui-ci. Si vous avez des choses à nous dire, c'est en commentaire. À bientôt. À bientôt.